Il y a des rencontres qui font tout basculer. Bienvenue sur Tipping Point. Nous sommes Lucie et Romain, entrepreneurs convaincus que les entreprises et ses leaders jouent un rôle déterminant dans la construction du monde de demain. Un monde que nous rêvons plus juste, plus inclusif et plus respectueux. Nous dénichons pour vous des leaders inspirants et engagés. Ils ont à cœur de vous parler de leur tipping point, ces moments où tout a basculé pour eux. Peut-être deviendront-ils l'un de vos tipping points ? Bonne écoute. Eh bien, on est avec Jean-Philippe Gold. Merci Jean-Philippe d'avoir accepté notre invitation sur Tipping Point. Merci à vous. Tu fais partie des personnes que l'on rêvait d'entendre sur ce podcast avec Lucie. Tu le sais, avec Tipping Point, on a vraiment cette envie de comprendre quelles sont les petites choses qui transforment, qu'est-ce qui met en mouvement. Et à chaque fois, avec Lucie, qu'on a échangé avec toi, on est toujours reparti avec plein d'idées, avec plein d'envies, boosté de confiance. Jean-Philippe, tu fais partie de ces personnes qui font du bien, qui donnent, qui offrent. Et en préparant cette introduction avec Lucie, le premier mot qui nous est venu, c'est générosité. Avec les autres, bien sûr, mais aussi sur le territoire. Et tu nous en parleras. On est ici dans un territoire qui a beaucoup souffert, un territoire de résistants, mais aussi un territoire d'entrepreneurs, un territoire d'innovation, un territoire qui est aussi mes racines. Je parle bien sûr des Hauts-de-France. Tu vas nous en parler. Mais Jean-Philippe, d'abord, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Merci, je suis très touché et impressionné par l'introduction. Donc moi, je dirige le comité régional du tourisme des Hauts-de-France. Donc depuis la fusion des régions, auparavant, je dirigeais le CRT Picardie et auparavant, je dirigeais l'office de tourisme et des congrès de la ville de Vichy. Donc j'ai toujours baigné dans des territoires où il y avait des transformations organisées. Et donc, il y a un mot que je utiliserai beaucoup, c'est le mot transformation. Et j'ai toujours eu cette ambition ou ce devoir en fond de moi qui est d'être un acteur de la transformation d'un territoire et aussi de la réalisation aussi des collaborateurs. Donc, et les deux sont intimement aussi interdépendants. Donc, j'aime bien cette notion aujourd'hui quand on parle d'économie qui dépasse la notion d'économie de moyens, presque même de résultats, mais on parle d'économie de la transformation. Et je pense que l'enjeu d'un entrepreneur ou d'un dirigeant, c'est de pouvoir être un vecteur de la transformation. Alors, il faut d'abord commencer par faire la sienne, voilà, pour pouvoir faire après à l'extérieur. Tu viens d'où, Jean-Philippe ? Alors, moi, je viens d'Auvergne, voilà, un petit village d'Auvergne, où j'ai été vraiment issu d'une famille modeste, mais avec des valeurs républicaines très fortes, avec les études. J'avais des parents qui avaient été frustrés de fait, notamment une maman, de ne pas pouvoir faire ses études. Elle rêvait d'être institutrice. Et elle a transmis à ses enfants l'importance des études. Et donc, on avait le temps scolaire, enfin le temps d'études, de devoir était un temps sacralisé à la maison. Et j'ai perçu cette attente-là et cette chance, finalement, qu'elle m'offrait. Et pour les 3 enfants, moi je suis le dernier, on est une sœur et un frère. Et les 3, avec chacun notre propre chemin, mais je pense qu'on a pu réaliser ce que nos parents nous ont permis de faire. En tout cas. Et moi, j'étais frappé de voir comment mes parents ont vécu pour la génération de leurs enfants. Et qu'il y avait une convergence entre deux, qui était de dire on va mettre en place nos moyens pour que nos enfants puissent avoir une vie qui soit faite de leur propre choix. Et j'ai vraiment été extrêmement, avec le recul maintenant, mais impressionné par ce qu'ils nous ont permis de pouvoir réaliser. Et puis, il y avait aussi, j'étais marqué, un village aussi avec une vie de village qui tournait autour du sport, parce que dans le village, c'était le basket qui était roi et toujours. Et j'ai été aussi marqué par des entraîneurs, par des managers, par aussi ce sentiment, aussi cette volonté de dépassement. C'était le petit village qui jouait contre des clubs plus importants. Et chaque match, c'est David contre Goliath. On se sentait transporté par tout un village qui nous poussait. Et finalement, voilà, on arrivait parfois à renverser des situations, mais il y avait tout le village qui était avec nous. Et là, on sent
ce que c'est que l'énergie, on sent ce que c'est la confiance, on sait ce que c'est le soutien. Et puis mes premiers moments vraiment où j'étais marqué par le management, ça a été par des mots d'entraîneur. Voilà. Et finalement, comment j'ai vécu des situations où j'ai vu comment un manager, un entraîneur, était un vecteur de confiance. Et comment d'autres entraîneurs de situation peuvent être vecteurs, au contraire, d'insécurité. Et je me suis rendu compte que je faisais pas tous les mêmes matchs lorsque j'avais simplement sur une parole, on me transmettait de la confiance, on me transmettait de l'insécurité. Et le résultat, comptable à la fin du match, était complètement différent. Et c'est là que j'ai compris quel était le rôle d'un manager, potentiellement. Voilà. Le fait d'agir et sa responsabilité. C'est pour ça que je parle de transformation aujourd'hui. Parce que je l'ai vécu intérieurement grâce à des gens qui ont contribué à me transformer plusieurs fois. En préparant là, l'épisode, tu nous disais, il y a un moment dans un match, cet entraîneur a eu des mots. Tu peux nous parler de cette anecdote? Oui, à tel point que j'ai appelé l'entraîneur juste avant qu'on se rencontre aujourd'hui, lui dire écoute, coach, je vais parler de toi, donc c'est vrai qui siffle, c'est tout à fait normal. C'était un match contre une grosse équipe qui venait de recruter un joueur américain qui arrivait directement des États-Unis et qui était en train de négocier son contrat. Et c'est là où généralement, faut pas les jouer, quoi. C'est compliqué à ce moment-là. Et ce mec-là, sur le terrain, il était hyper efficace, on n'arrivait pas à l'arrêter. Moi, j'étais pas un role player, j'étais un joueur de rotation. Et donc, c'est bien simple. Dans la position sur le banc, celui qui était à côté de moi, c'était soit le soigneur, soit le chauffeur de car. Voilà. Donc moi, j'étais la dernière option avant que ce soit le chauffeur de car ou le soigneur qui rentre sur le terrain. Et on est en quelle année? Là, on doit être en 97-98. Voilà. D'accord. Et puis on voit ce joueur, parce qu'il était beau à voir jouer, il était adroit, il était une technique, un physique, des gestes purs, voilà. Et puis moi, j'étais presque en une forme d'admiration de voir ce joueur qui nous plantait des paniers en permanence. Et le coach m'appelle à un moment donné. Alors je regarde bien, puis il se trompe pas, c'est bien moi qui l'appelle, oui, c'est bien moi. Il me dit Jean-Phi. Puis il me passe la main sur l'épaule et il me dit écoute Jean-Phi, tu vas défendre sur le ricain parce que tu es le seul à pouvoir l'arrêter. Il m'a dit ça avec tellement de confiance, mais avec une voix pleine d'autorité, mais de responsabilité en me disant écoute, tu peux le faire et je t'appelle parce que tu es le seul à pouvoir le faire. Et donc moi je suis rentré sur le terrain sans aucun doute, en me disant le mec il fait 3 têtes de plus que moi, quand je suis derrière lui on me voit pas du tout, et c'est certainement là où j'ai fait en tout cas un des meilleurs matchs de ma vie, parce que psychologiquement j'étais dans un état de confiance et même de plaisir, et donc j'ai carburé avec cette énergie-là qui était transmise par une mise en situation, voilà, de confiance face à une situation où c'était David contre Goliath. Et là, j'ai compris ce qu'était le management. Et je me suis dit, l'ayant vécu dans mes tripes, hein, dans ma tête et dans mes tripes, et sur un terrain de sport, il n'y a pas de tricherie, on voit les choses tout de suite. Et là, je me suis dit, il y a une responsabilité, j'ai compris quelque chose. Et là, ça ne m'a jamais quitté. Cette notion de responsabilité. En même temps, c'est une notion de responsabilité et d'exigence, et en même temps d'exigence en disant, tu as ce potentiel-là, je te connecte à ce potentiel-là, je te le révèle, et je te permets d'être en situation de le prouver. Et moi, jamais, je considère que mon métier en tant que manager, c'est vraiment de permettre aux gens avec lesquels j'ai la chance de travailler, de pouvoir contribuer à les connecter à leurs talents, et faire cet alignement entre qui ils sont, leurs talents, leur mission, et leur service, et c'est leur contribution pour un territoire. Et quand on a cet alignement-là, ça donne des résultats exceptionnels. Comment toi, tu le fais en tant que manager aujourd'hui? Comment tu donnes cette confiance? Comment tu connectes à leurs talents et tu leur transmets, ou tu mets de la lumière à certains endroits? D'abord, j'aime bien regarder ce que les gens font bien. J'aime bien avoir ce regard-là, et puis de connaître finalement quelle est l'énergie des gens, qu'est-ce qu'ils aiment, quel est qu'est-ce qu'ils aiment dans leur métier, quel est leur carburant. Et puis je me rends compte qu'on nous a jamais appris, et donc je me ouvre beaucoup aux outils RH qui permettent de connecter les gens à leur talent, à la connaissance de soi.
Et à partir de là, je propose, d'abord, j'expérimente moi-même, souvent à titre perso, puis quand je découvre des outils qui me parlent, qui me connectent moi aussi, qui me permettent de pouvoir être dans une phase d'ancrage, disant, OK, si je suis là, c'est pas pour rien, dans telle situation, OK, finalement, ce que je voyais comme une contrainte, c'est une belle opportunité. Et cette capacité à changer le regard, parce qu'on s'est connecté à qui on est vraiment, puis dans une vie, je considère une vie personnelle ou professionnelle, on se réinvente plusieurs fois. C'est pas linéaire. Donc, chaque épreuve nous permet de nous réinventer. Et remarquons souvent, on parle de boucle d'évolution. Et après une boucle d'évolution, il y a un palier où on se sent réellement en maîtrise, mais ça n'a pas forcément duré longtemps parce que l'environnement est changeant. Et là encore, une nouvelle phase d'apprentissage, d'inconfort, et une nouvelle boucle d'évolution. Et donc, c'est aussi mettre ça en perspective en disant aux personnes, ton potentiel aujourd'hui, moi je considère là, tu en penses quoi? Comment on peut explorer ensemble ce potentiel? D'abord, c'est s'intéresser aux gens et puis avoir cette exigence et cette bienveillance en même temps, parce que les deux vont ensemble, et cette ambition de contribuer à leur faire toucher et réaliser leur potentiel. Et on a assez peu jusqu'à présent parlé des outils justement dans Tipping Point, alors que nous-mêmes, on en utilise plein dans l'entreprise pour aider à révéler ses talents. Donc, je veux bien que tu nous partages, toi, Jean-Philippe, ceux que tu as testés, enfin, ce que tu as aimé, ceux qui t'ont été utiles aussi, pour que ça puisse peut-être servir à d'autres. Alors, j'en ai utilisé plusieurs. J'en découvre souvent. D'abord, moi, je me suis beaucoup travaillé. J'ai un côté assez besogneux en ce qui me concerne par rapport à moi dans ces outils-là, et j'aime bien être mon propre champ d'expérimentation. Voilà. Tu es le cobaye avant de faire pour les autres. Exactement, voilà. Et donc, d'abord, j'ai démarré par des outils tels que le MBTI aussi, pour vraiment comprendre quel était le mode de fonctionnement, l'énergie, le carburant, les orientations personnelles. Et puis, c'est aussi, je peux le dire ici, c'est grâce à vous. J'ai découvert aussi récemment le design humain. Mais avant, je parlais d'un autre outil qui m'a beaucoup marqué, qui est les archétypes et la thérapie archétypale. Les archétypes, c'est issu du travail de Jung, c'est l'inconscient. Alors, c'est quoi un archétype? On appelle ça une forme pensée. Mais des formes pensées qui sont intemporelles, qui sont liées aux blessures qu'on hérite souvent dans nos familles, qui sont transgénérationnelles. Et c'est souvent des éléments de peur, dans les archétypes. Il y a une phase, on va dire, sombre, on va dire de l'ombre, puis une phase plus lumineuse, que c'est les deux réalités d'une même situation. Et donc, c'est de se connecter aujourd'hui à ces propres archétypes qui nous gouvernent au plan personnel. Quelqu'un qui, par exemple, a la peur de l'abandon, automatiquement, c'est quelqu'un dont sa trajectoire est de construire une famille qui va au-delà de sa famille de sang, bien sûr, mais aussi sa famille d'âme, sa famille de gens avec lesquels il va partager de l'affinité, voilà, et qui va être dans un grand talent pour être dans l'interaction au service de son propre épanouissement. Et c'est de comprendre finalement que ça va dans ses travaux aussi d'apprivoiser l'ombre, que l'ombre, finalement, auquel on essaye d'éviter par tous les moyens dans sa vie de pouvoir se confronter, c'est là où se trouve notre réelle lumière. Et le fait de venir se confronter à l'ombre, c'est venir voir derrière ces peurs se cachent les talents qui permettent de pouvoir transcender les blessures. Si quelqu'un a une telle blessure, c'est qu'il a la ressource pour la transcender, et au-delà de lui-même, pour les autres, pour son environnement, et j'irais même presque aussi pour un territoire ou pour une communauté. Donc, plus on change de niveau de conscience, et c'était aussi Einstein qui disait que pour trouver une solution à un problème, il fallait être à un niveau de conscience supérieur au niveau de conscience auquel le problème était lui-même posé. Et donc, ces sauts de conscience permettent toujours de passer d'une logique où je me sens prisonnier, je me sens limité, à une logique où je me sens plutôt dans la responsabilité, la capacité à œuvrer, à transmuter. Et quand une personne a réussi sa propre transmutation de blessure en ressources, en talent, et puis il peut la faire il reconnaît automatiquement les situations dans lesquelles d'autres sont en train de peut-être aussi patauger ou c'est d'être un peu enfermé dans ces blessures-là, et c'est avec des réflexes de victimisation, par exemple, ou de sentiment de projection de la responsabilité sur les autres. Aussi un syndrome de persécution, et de comprendre qu'in fine,
il a une super ressource en lui. Elle est là. Elle demande qu'à être conscientisée, qu'à être testée, et il a toute cette ressource-là qui était insoupçonnée pour pouvoir d'abord lui-même transcender et en même temps le faire aussi à une échelle aussi extérieure. Et c'est une région comme la région des Hauts-de-France, c'est une région qui a beaucoup de blessures de l'histoire, au cours de l'histoire, l'invasion, le théâtre de la Première Guerre mondiale, la désindustrialisation, notamment au sein du bassin minier, qui a laissé vraiment des réelles blessures aussi. Mais en même temps, c'est un territoire qui a d'énormes ressources, qui a aussi une joie contre tout, envers et contre tout. Le théâtre, le carnaval de Dunkerque, on est l'expression, et qui a une capacité aussi à soigner les gens qui sont blessés. Et c'est vraiment un territoire qui a une puissance, qui a une force, qui a une bienveillance, qui a une empathie, qui cultive cet art de prendre soin. Alors, beaucoup de régions ont des superbes côtes, ont des superbes reliefs, ont des super musées. C'est le cas aussi en Hauts-de-France. Et ce qu'on a, nous, en plus, c'est cet art naturel et sincère et profond de prendre soin et d'aimer prendre soin. Parce que on sait ce qu'est la souffrance, on l'a vécu et on l'a plus ou moins transmuté, transcendé, mais on sait que pour pouvoir être bien, on a envie, on aime aussi aider les autres. Et qui n'aimerait pas aller dans un territoire où on cultive naturellement et on aime prendre soin des autres. Surtout on sort d'un épisode où on est dans un épisode de crise sanitaire. Et cet art de prendre soin aujourd'hui, c'est un élément très fort d'attractivité. Et moi, je m'intéresse beaucoup au patrimoine immatériel aussi, qui est aussi un élément aussi bien important pour un territoire que pour une entreprise. Et dans le recrutement des collaborateurs, dans la fidélisation, cet art de prendre soin, c'est aussi prendre soin du potentiel, prendre soin de la capacité à des gens à se réaliser, donner du sens aussi à leur travail. C'est comment ce travail-là va venir aussi être un élément d'alignement entre qui ils sont, leur mission, leur talent et la situation, les enjeux. Et puis quand je vois la situation non plus comme étant une difficulté, mais un élément finalement que j'ai presque choisi pour exprimer un talent qui est en moi, c'est-à-dire, ok, tu rentres sur le terrain parce que tu es le meilleur de l'équipe pour pouvoir sauver la situation ou la gérer. Et c'est là où on est vraiment dans l'énergie de la confiance, de la responsabilité. Et je crois que dans cette situation-là, aujourd'hui, on est quand même une société qui est dominée par le ressentiment, avec des peurs permanentes qui sont injectées. Je pense qu'en tant que manager, on a, nous, cette responsabilité-là d'injecter autre chose. À quel moment, et c'est quoi le trigger qui fait que tu vas te confronter à ta part d'ombre? Tu dis, je vais aller l'explorer là. C'est quand on a des blessures personnelles qui sont fortes. Et là, on est au fond, on est vraiment, on est au bas de la piscine. Et puis, on se dit, je sais que je peux pas remonter sans faire cette introspection. Parce que si je remonte, si je pas fait l'introspection, je sais que je vais en reprendre une autre, voilà, et je vais redescendre au fond. Donc là, je suis au fond. Et bien, d'abord, c'est le fait de se dire qu'une fois, il y a eu une phrase, une personne qui m'a accompagné et qui a dit un mot-clé, qui pour moi, pour le coup, est un tipping point. Voilà. Et elle m'a dit, alors que j'étais vraiment au plus mal de la situation, mais Jean-Philippe, vous allez faire un saut quantique. Il n'y avait rien pour moi de mieux que de venir transcender une souffrance, une blessure, car en parenthèse, c'était mon 2e divorce, à faire un saut quantique. Et j'ai toujours été très marqué par cette phrase, je crois que c'était Mandela qui disait vous n'êtes pas responsable toujours de ce qui vous arrive, vous êtes responsable de la façon dont vous allez réagir, ce que vous allez en faire. Et là, je me suis dit, c'est le côté compétiteur, le côté aussi entrepreneur ou intrapreneur en me disant, OK, je suis face à cette situation-là, je vais en faire quelque chose. Et je vais décider ce que je vais en faire moi. Et cette notion de saut quantique, de cette volonté de réaliser son potentiel, quand on est au fond du trou, et qu'on se dit, finalement, ce que je vois derrière, c'est peut-être dans 1 an, 2 ans, je suis capable d'en faire un saut quantique, une grande enjambée, ça donne du sens à ce que l'on vit. Il y a un sens positif, un sens projectif, un sens évolutif, je dirais presque un sens positif. Et c'est d'avoir choisi le sens de cette blessure-là et de ce que j'allais en faire. Voilà. Et je pense qu'un jour, je remercierai le fait d'avoir eu cette blessure. J'en suis pas loin, je suis sur le chemin. Voilà. C'est un formidable message d'espoir pour aussi toutes les personnes qui sont pas bien ou sont empêtrées dans cette part
d'ombre ou de mal-être, de se dire on peut réussir à en faire quelque chose. Et en fait, c'est l'univers qui nous envoie cette difficulté pour nous montrer où est notre talent. Et est-ce que tu dois attendre, tu vois, toi en tant que manager, aussi que ton collaborateur il se confronte à ça, ou comment est-ce qu'on peut anticiper les choses pour réussir à révéler le talent sans partir tu vois, de la blessure intense. C'était Jung qui disait demandez à une personne quelle est sa plus grande peur et vous connaîtrez sa prochaine épreuve. Donc, je pense que il faut respecter. Il y a un élément qui me paraît important à souligner, c'est la puissance de l'intention. Et je pense que quand on rentre sur le terrain, soit on rentre avec la volonté de gagner et de se faire plaisir et de passer un moment fantastique et avoir la joie de pouvoir jouer, y compris quand c'est une grande finale ou un match avec très fort enjeu où on a la peur de perdre. Et j'ai en tête cette phrase de Barthez qui commentait le quart de finale de la Coupe du Monde de foot en 2006, 1er juillet 2006, contre le Brésil. Et il dit, dans le couloir qui menait donc sur le terrain, on dialoguait entre joueurs sélection française et sélection brésilienne. Comment toi, ça va, les enfants, ça va bien, etc. Et puis il dit, là, je savais qu'on allait gagner. C'est avec quelle énergie je rentre. Voilà. Et je crois que des gens qui sont des vrais managers, des grands managers comme de grands entraîneurs, sont des gens qui, au plan tactique, les joueurs sont au point. Et l'équipe d'en face, elle est au point. Au plan physique, les gens sont des machines, voilà, ils sont au point. L'élément, le tipping point, c'est l'envie, c'est le désir. Est-ce que tu carbures à la joie, au plaisir, à l'enthousiasme, donc à la créativité, cette intention-là, cette énergie-là, ou est-ce que tu vas carburer à la peur et tu vas retenir les gestes, et on voit souvent, moi je vois actuellement des erreurs défensives où on fait un mauvais choix, une mauvaise passe, mais parce que le type veut tellement jouer à la sécurité que voilà, il fait petit bras, peur de perdre, et à partir de là, finalement, comme il est dominé par la peur, c'est comme s'il l'a créé lui-même. Nos pensées sont créatrices. Et donc nous, notre rôle en tant que manager, c'est si on connaît assez tôt, grâce à une relation de confiance, d'échange, la crainte principale des personnes, on peut dire, tu vois, cette crainte-là, aujourd'hui que tu as, elle exprime ton désir profond qui est de connecter à la ressource qui est cachée derrière cette peur. Et donc, c'est presque de dire, tu n'as même pas besoin de la vivre, tu l'as exprimée déjà, c'est déjà une bonne chose, tu l'as reconnue, tu l'as accueillie. Maintenant, elle est porteur d'un message, d'une ressource que tu as en toi, et on va aller voir comment on peut la connecter dans ton travail. Tiens, si tu rentres sur le terrain, dans tel dossier, dans telle réunion, avec tel mindset, par rapport à cette ressource que tu vas aller chercher, qu'est-ce qui va se passer? Faisons l'expérience. Voilà. Moi, je considère aujourd'hui que le truc, je suis convaincu que tu l'as en toi. Donc, vas-y, et je te le dis. Et là, je fais comme mon entraîneur de basket. Je me la mets sur l'épaule, je dis, écoute, cette réunion-là, parce que tu vas réussir. J'en suis convaincu, tu vas réussir. Tu as ce qu'il faut pour le faire. Donc, fais-toi confiance, tu vas le faire. Voilà, c'est ça. Et là, je sais que potentiellement, parce que je le fais avec beaucoup de sincérité, je suis dans un acte aussi potentiellement de contribution à une transformation, à une connexion de la personne, et qu'elle se prouve par elle-même qu'elle a cette capacité. Et quand je débriefe avec, elle me dit, mais c'est super bien passé. Voilà, tu as le truc, tu l'as en toi. Voilà. Donc, intègre-le. Il y a d'autres situations où on va faire appel à toi, parce que là-dessus, dans l'équipe, c'est toi qui es la meilleure pour pouvoir jouer ce genre de situation. Mais ça sous-entend vraiment ce dialogue de proximité en disant, d'oser dire à un manager, j'ai peur. Et je trouve que, et c'est là où on voit que la vulnérabilité est une force. Parce que le fait de dire, attendez, je suis dans l'ego, tout va bien, je maîtrise tout. Un manager qui n'a pas de peur, c'est comme un manager qui n'a pas de doute. C'est hyper dangereux. Hein. C'est comme quelqu'un qui a que des certitudes et aucune conviction, c'est hyper dangereux. Et donc, que des collaborateurs aient des peurs, ça me paraît tout à fait fondé. Mais par contre, qu'il ait cette capacité d'aller voir son manager en disant « coach, là, j'ai peur. Je me sens pas bien, là, j'ai... » Et là, on va discuter. « Tiens, t'as telle peur, ça veut dire que t'as telle ressource en toi. » Et on va aller la chercher. Voilà. Comment tu crées justement ce climat de confiance qui permet d'exprimer sa vulnérabilité, ses sentiments profonds? C'est quoi, toi, ta méthode pour créer cet espace-là?
D'abord, moi, j'aime beaucoup mes collaborateurs, j'aime beaucoup les gens. Et je crois beaucoup, c'est un mot qui est très dur à oser dire dans l'entreprise, mais c'est l'amour. C'est l'amour du métier, c'est l'amour des gens, c'est l'amour de notre territoire. Et c'est cet amour qui crée aujourd'hui le fait qu'on est capable de dépasser des barrières psychologiques où qu'on dise à quelqu'un, écoute, je veux dire, quand tu as fait ça, c'est... Enfin voilà, je veux dire, je t'envoie, je n'oserais pas dire c'est bon ce terme-là, mais le carburant le plus fort, c'est la reconnaissance. C'est-à-dire la reconnaissance, c'est une expression aussi de considération, d'admiration. Voilà. Et moi, je crois beaucoup dans cette phase aujourd'hui de changement de monde et qui interroge beaucoup le mode de management. Je crois qu'aujourd'hui, ce qui permet aux gens, c'est de se sentir aussi considérés, de se sentir encouragés. Bien sûr qu'il y a une exigence, mais que le meilleur carburant, c'est la reconnaissance. Et la reconnaissance aussi, elle n'est pas liée qu'à des résultats. Elle est importante, ça vient acter les choses, ça vient objectiver les choses. Mais c'est aussi que la personne se sent inclus, reconnu, considéré. C'est une notion d'art de prendre soin. Et moi, je l'ai appris avec cette région. Cette région, grâce à ses blessures, elle a cette capacité de prendre soin. Et moi, j'ai découvert des gens qui m'ont inspiré sur le territoire dans cette capacité de prendre soin. Et d'ailleurs, cet art de prendre soin, c'est beaucoup d'amour. Comment est-ce qu'on se réautorise ou s'autorise à parler d'amour en entreprise ? Parce que je fais juste une petite parenthèse, comme on est à l'audio, vous n'avez pas vu l'énorme sourire sur la bouche de Romain quand Jean-Philippe a dit l'amour. Parce que c'est vrai que c'est un mot qui tient à cœur et que tu dis et que tu donnes en entreprise depuis plusieurs années. Et parfois, on te prend un peu pour un fou, Romain. Donc, au moins, vous êtes deux à le dire maintenant. J'aime bien ce que disait Henry Sabercam à ce sujet. C'est-à-dire que, à travers des gens comme Romain et moi, et j'ai beaucoup d'admiration pour Romain. Donc, moi, je place Romain à un niveau beaucoup plus élevé que le mien parce que il a créé beaucoup d'emplois et j'ai énormément d'admiration pour Romain. Et donc, merci pour la comparaison. Je suis extrêmement flatté. On pourra couper ça. Voilà. Oui, Henry Sabercam, il dit, voilà, une idée innovante, elle passe par 3 stades. La première fois, elle est idiote. C'est là où on dit on est perché. Voilà. La deuxième fois, elle est dangereuse. Et puis au bout de quelques temps, elle est évidente. Et je pense que Romain et moi, enfin surtout Romain, on fait partie des gens qui osons exprimer. Et même si on sait si on va paraître comme des gens perchés ou des gens bisounours, voilà, on sait que 2 ans après, on va en reparler, puis on va aller voir sur les résultats, sur l'entreprise, la croissance, le recrutement des talents, la fidélisation, l'engagement des équipes. On va voir quelle était la concrétisation de cette énergie-là. Je pense que vous avez beaucoup de vision aussi. Enfin, ce n'est que ma perception, mais c'est au-delà de l'idée innovante, c'est la vision que vous avez. Mais il n'y a pas de vision sans passion, il n'y a pas de passion sans amour. Donc, avoir des gens passionnés, c'est avoir des gens amoureux de leur métier, qui aiment leur entreprise, qui aiment leurs clients, qui aiment leurs fournisseurs. Et il y a ce fait de se dire je me bats et je sais pourquoi je me bats. Et cette puissance de l'intention, elle a 7 visages. Et parmi les 7 visages, il y a le visage de l'amour. C'est quoi les autres ? Alors, c'est un bon défi parce que je ne sais jamais tous de tête. Je vais essayer. Le premier, c'est la créativité. Et je pense qu'un artiste, il est créatif s'il est profondément amoureux de son métier, voilà, et en tout cas de son art et qu'il a une passion. La deuxième, ça va ensemble, c'est la générosité. C'est pour ça que ça m'a beaucoup touché quand Romain m'a décrit avec ce mot-là, voilà. Et le territoire des Hauts-de-France, c'est un territoire qui est extrêmement généreux et aussi créatif. Le troisième visage, c'est la bonté. Alors, ça se rapproche aussi de la générosité, hein, mais je crois que c'est une autre facette en même temps de la générosité. Je crois que le quatrième, c'est la réceptivité. Ça veut dire que quand vous envoyez cette lumière, cette intention-là, même si ça passe par des tuyaux qui sont le web, si ça passe par des supports, un magazine, c'est quasiment vibratoire, il se passe quelque chose. Et à l'heure, aujourd'hui, on parle des web, la bataille de l'intention.
Je dirais aujourd'hui, ce qui fait gagner la bataille de l'attention, c'est la puissance de l'intention. Et on voit très bien, enfin moi il y a des pubs, quand je regarde une vidéo, j'aime beaucoup, je consomme beaucoup de vidéos, quasiment jour et nuit, et puis il y a toujours des pubs. Et puis je vois des types qui disent comment tu peux rester dans ton fauteuil et gagner je ne sais combien d'argent, etc. Mais je tiens pas 3 secondes parce que déjà je sens pour la puissance, enfin il n'y a aucune intention, aucune vérité. Et déjà dans les mots, dans le choix des mots, dans l'intonation, c'est gros. Et par contre l'inverse est vrai, c'est-à-dire que là ils dépassent pas les 2 secondes, voilà. Mais quelqu'un qui va d'entrée de jeu avoir cette puissance de l'intention et qui va l'incarner, sur le web, il va gagner la victoire de l'attention. C'est-à-dire que sa vidéo, on va la regarder jusqu'au bout. Donc, je crois beaucoup à ça. Alors, je crois que peut-être le 5e point, je crois, c'est l'expansion. Ça veut dire que quand on est dans la créativité, dans la bonté, dans la générosité, qu'automatiquement on crée la réceptivité, automatiquement, derrière, c'est l'expansion. Ça veut dire que, je dirais presque, il n'y a pas de limite. Ça crée des opportunités qui rebondissent encore vers d'autres opportunités. Donc, je vais être à peu près à 5 ou 6 sur 7. Et la 7e, c'est l'amour. Voilà, et je le dis haut et fort. Voilà, l'intention derrière. Quand il y a l'amour qui est au cœur de cette intention-là, je dirais que on dépasse des frontières et puis les clients ont envie d'être aimés par les entreprises. Et moi, j'adore quand quelqu'un des commerciaux me développe, me disent, moi, j'aime mes clients. Je trouve que c'est la meilleure définition de la puissance d'un développeur. J'aime mes clients. J'aime mon entreprise, j'aime mes produits et j'aime mes clients. Et quand on a cet alignement-là, il y a des gens dont on sait que l'écoute, la réactivité, l'engagement, mais ça n'est lié qu'à un amour d'un métier et l'amour de client. Donc oui, aujourd'hui, je dis haut et fort, et merci de me permettre de le dire, je crois beaucoup à l'amour comme étant une forme de développement pour une entreprise, pour un territoire. Parce que les clients vont choisir les territoires où ils se sentent le plus aimés, par des preuves. Pas qu'un discours, mais quand moi j'ai un exemple très concret, quand je vais en business trip avec notre collaboratrice chinoise sur le marché chinois et que les tour opérateurs parlent de leurs besoins et que le soir, je dis, Julie, on va dîner. Elle me dit, non, là j'ai 3 cotations à faire des clients qu'on a vus aujourd'hui. Je veux que pour demain, à 10h, ils aient nos propositions. Je dis bravo, Julie. Enfin, voilà, c'est la meilleure preuve de déclaration d'amour. Et automatiquement, sur la partie après business, ça se concrétise en chiffre d'affaires. Et tu as beaucoup parlé, Jean-Philippe, de prendre soin, prendre soin de ses collaborateurs, prendre soin du territoire. Je pense que ça passe aussi par prendre soin de soi et cette responsabilité du dirigeant de prendre soin de soi. Donc, comment est-ce que aujourd'hui le leader, le manager, le dirigeant, peu importe comment on l'appelle, peut prendre soin de lui? C'est une bonne question parce qu'il m'a fallu du temps. Parce que moi, j'ai été élevé un peu avec cette notion d'intensité où il fallait être fort et il fallait constamment être au front, être dans la quantité, être dans l'intensité, dans l'abattage. Puis on se rend compte qu'à un moment donné, on est proche de l'usure et du burn-out. Et on voit comment aujourd'hui certaines situations et modes de management conduisent au burn-out parce qu'il n'y a pas cette culture de l'art de prendre soin. Et je voudrais dire 2 points à ce sujet. Le premier point, c'est une citation que j'avais préparée pour notre rencontre aujourd'hui. Alors, je crois qu'elle est peut-être de Charles Pépin, je vais l'attribuer à Charles Pépin, qui est quand même quelqu'un qui est un auteur, un philosophe et aussi qui a fait HEC. Donc, j'aime bien ce parallèle, ce lien entre philosophie puis business, entrepreneuriat. Et il dit « œuvrer au cœur de la matière, compte tenu de ce que l'on a transformé au fond de soi ». Ça veut dire 2 points, ça veut dire que si aujourd'hui, je n'ai pas été capable de prendre soin de moi, je suis vraiment en difficulté, je ne peux pas prendre soin des autres. Et donc, prendre soin de soi, c'est d'abord le respect de soi et c'est aussi l'être capacité de pouvoir prendre soin de sa créativité. Je sais que si aujourd'hui je veux être créatif face à des situations à enjeu où je dois produire, où je dois avoir la bonne posture ou la bonne inspiration face à situation, si je travaille jusqu'à 2h du matin, la veille, c'est que je prends pas soin de moi et je prends pas soin des gens et de la situation dans laquelle je vais être. Donc, quand on avance dans l'expérience, on apprend, comme des joueurs de tennis, à essayer d'avoir un bon toucher de balle pour courir un peu moins, mais placer la balle là où il faut. Voilà. Je crois que c'est ça. C'est prendre soin de son énergie.
parce que sa créativité, le mindset positif, et je vois très bien avec quelle intention on rentre sur un terrain, avec quelle intention on rentre dans une réunion. Si je suis entré dans une réunion avec ne serait-ce qu'une méditation de quelques minutes, des respirations, et j'ai pu vraiment évacuer des pensées et me concentrer vraiment avec une qualité d'intention positive à cette réunion-là, je vais avoir une capacité de concentration, de créativité, de créer aussi un climat, de valoriser, de mettre en confiance, qui sera beaucoup plus positive, efficace, que si je rentre avec beaucoup moins d'intention. Et l'intention, c'est pas uniquement y penser, c'est s'y préparer, y compris dans son corps, dans sa tête et dans son corps. Et moi, j'ai un souvenir fabuleux comme ça, avec une fusion. On avait un travail avec plusieurs équipes autour d'un projet, avec beaucoup de territoires et d'équipes à coordonner. Et on a décidé de démarrer la réunion par une séance de 45 minutes de yoga. D'abord, il y a eu un repas, qui était un repas très équilibré, avec des saveurs et des produits vraiment de grande qualité, des produits locaux de saison. Puis alors moi, je commençais à dire, on prend 45 minutes. C'est pas moi qui avais décidé, c'est un collaborateur qui a eu cette idée-là. Mais après manger, en plus. Ouais, 45 minutes. Je veux dire, sur le temps, moi, j'avais en tête les étapes. Et puis bon, je lâche prise. Ok, on y va. Eh bien, vous pouvez pas vous imaginer comment ces 45 minutes, elles ont un impact sur l'énergie de la positive, la réunion qui a duré jusqu'à 20 heures. Et après avoir fait ce retour au corps, et des positions de bien-être ou de lâcher prise, la prof de yoga a une phrase magique. Là encore, un tipping point. Elle a dit, maintenant, choisissez votre intention pour la réunion. Et parce que les gens avaient pris soin de leur corps, automatiquement, leur pensée était positive. Et tous ont fait le choix d'être une intention positive, c'est-à-dire à la fois de respect, d'écoute, de propositions positives pour la réunion. Et c'est une réunion certainement les plus créatives, les plus riches que j'ai pu avoir dans mon expérience. Bien voilà, il y a ce lien. Et là, je parlerai de la notion de symétrie des attentions, qui n'est pas de moi, qui est de Esprit de service avec Xavier Keraïman, qui nous a accompagnés et beaucoup apporté sur le sujet. Ça veut dire qu'un collaborateur ne peut pas prendre soin de son client si, dans la relation qu'il a avec son manager, cette culture de prendre soin n'existe pas. On ne peut donner que ce qu'on a reçu. Et donc, si un manager, une personne qui est en contact avec le client est stressée dans sa relation avec son manager, il ne va pas pouvoir avoir une relation, on va dire, qui va être souple, qui va être positive, qui va être où il va pouvoir prendre soin. Parce que pour prendre soin des autres, il faut d'abord avoir pris soin de soi et que des gens vous aient transmis, fait vécu ce sentiment-là de bien-être intérieur pour pouvoir le véhiculer. Donc, je pense que cette notion-là de symétrie des attentions, c'est-à-dire que si je veux que mon expérience client soit performante, il faut que mon expérience collaborateur le soit. Et donc, c'est un jeu à trois entre le manager, le collaborateur qui est en contact le client et le client. Et basé sur une symétrie des attentions. C'est-à-dire que si l'entreprise a telle valeur par rapport à ses clients, comment cette valeur-là se traduit en interne. Comment est-ce que tu travailles justement cet alignement-là que tu viens de nous décrire, là, le tête, cœur, corps? Toi, c'est quoi ta méthode pour parfaitement t'aligner? C'est toujours donner du sens. Je suis dans telle situation, c'est quel sens? Ou un collaborateur qui est dans une telle situation, c'est qu'est-ce que tu es en train d'apprendre? Ou qu'est-ce qu'on est en train d'apprendre ensemble? Et dès lors qu'on donne un sens avec des choses qui sont positives pour l'un et pour l'autre, et qu'on se focalise sur cette dimension positive, on va, ne serait-ce que apprendre, on est là pour apprendre. Dès lors qu'il y a cette qualité d'intention et de contact, et en disant, voilà, j'ai telle peur, ou là, je me sens pas bien, là, je me sens pas en confiance, ou à tel point. Là, un jour, moi, je me souviens, j'ai vécu ça. J'étais commercial à l'époque, et puis je travaillais sur une cible et ça marchait pas. Et pourtant, Dieu sait si j'avais à cœur de prouver à mon recruteur, à mon manager, que il avait bien fait de me recruter. Et puis, un jour, je suis allé le voir lundi matin. Et parce que ce type-là avait installé avec moi une bonne relation de confiance, je lui ai dit, ça va pas. Je lui ai dit, ça va pas, j'ai le sentiment de pas réaliser. Pourtant,
je veux vraiment le faire. Et puis on a dialogué ensemble, et c'est là où on a commencé à évoquer en disant peut-être que la cible n'était pas bonne. Et quand on a ouvert autre chose, et qu'on a dit, ok, on va aller maintenant quand même faire un test sur telle ou telle cible, et sur telle autre cible, après, ça a fonctionné. Tout de suite. Donc j'étais le même bonhomme, mais vous le mettez sur un autre marché d'autres cibles, où là, il y avait un alignement beaucoup plus cohérent entre le produit et la cible. Là, automatiquement, le business a fonctionné tout de suite. Donc, c'est comment on pourrait dire qu'un collaborateur dit là, j'ai un problème, là, chouette, il y a une opportunité. C'est installé, alors on a été tous montés à l'envers, qu'on soit manager ou que l'on soit collaborateur, ne serait-ce qu'à l'école en donnant des notes et en mettant aussi du rouge, en regardant ce qui va pas bien. Mais moi, je rêverais qu'un collaborateur me dise, écoute, j'ai un problème, j'ai un souci, là, je me sens pas, là, j'y vais pas, ou là, je capte pas. Et qu'on ait cette qualité de dialogue. Parce qu'une fois qu'on a cette qualité-là, cette franchise-là, la relation de confiance, elle est vraiment transparente. Et là, on peut œuvrer. Là, on peut dire, OK, tu vois les choses comment, on peut faire quel test, quelle hypothèse, et on est ensemble. Et c'est moi, j'aimerais arriver, alors souvent, je le fais, c'est quand même, il y a des collaborateurs avec lesquels je travaille depuis 18 ans, donc quand ils ont quelque chose à me dire, je vous assure que ils savent me le dire, voilà. Ils se reconnaîtront, voilà. Mais j'aimerais, j'aimerais pouvoir avoir ça de façon plus globale, voilà, avec plus généralisée, et qu'il y ait des collaborateurs qui sont tellement engagés que moi je les autorise à me dire, écoute, Jean-Philippe, tu me fais chier. Voilà. Moi, je les autorise parce que il y a un tel engagement de leur part que je suis prêt à entendre et je suis prêt à dire, OK, on met les choses sur la table et qu'est-ce que je peux faire? Et si ça n'est pas dit à tel moment, c'est là où après il y a la confusion, il y a les jugements et on part sur une mauvaise route. Donc, comment est-ce qu'un collaborateur, un manager peut permettre à ses collaborateurs de leur dire, écoute, là, tu me gonfles. Voilà. C'est arriver à créer ce climat-là. C'est ça le bon manager. C'est quoi ta définition du leader? C'est quelqu'un qui qui comprend que pour faire gagner son entreprise, il doit avoir un plaisir, c'est de voir ses collaborateurs gagner. Et même voir ses collaborateurs réaliser des choses que lui-même n'est pas capable de faire. Et de dire, écoute, là, c'est toi qui vas le faire, parce que ça, moi, je vais dire, je sais pas le faire. Voilà, ou pas aussi bien que toi. Par contre, le manager, il a le talent pour connecter les collaborateurs à leur propre talent et les mettre en situation de réaliser leur talent. Et ça veut dire beaucoup de confiance. Ça veut dire que moi, j'adore reconnaître aux collaborateurs des compétences qu'ils ont et que je n'ai pas et qui font beaucoup mieux que moi. Et c'est leur rôle. Donc, je considère que pour moi, c'est vraiment un travail d'humilité et en même temps de se dire comment j'ai du plaisir à voir les gens briller et à voir les gens réaliser des choses exceptionnelles et leur dire. Et de voir des collaborateurs aussi heureux, mais qui s'accomplissent dans leur job, dans l'entreprise. C'est ça, je considère, moi, ce qui me fait vraiment le plus triper. Voilà. Et pour autant, parfois, moi, j'entends des managers me dire oui, mais il va me prendre ma place. Oui, mais je vais plus avoir mon job. Tu vois, il y a ces craintes-là, elles existent vraiment dans le monde de l'entreprise. Même des personnes qui ont envie de développer dans leurs équipes leurs collaborateurs. Ce point-là, il est, je sais pas comment on s'en défait. Tu vois, et comment est-ce qu'on réussit vraiment à lâcher prise, de dire mais oui, mais en fait, j'aurais réussi mon job quand tu auras pris ma place, quand justement tu m'auras dépassé. Et donc, je suis capable de recruter meilleur que moi. Oui. Moi, je pense que il faudrait dire à ces personnes-là, leur dire, écoute, si tu as une capacité à développer les talents des collaborateurs jusqu'à ce qu'ils font qu'ils sont aujourd'hui capables de te remplacer et faire les choses mieux que toi, sache que ce talent que tu as, il y a beaucoup d'entreprises qui en ont besoin et ça vaut très très cher. Donc, c'est là encore donner du sens et donner aussi une vision à la personne en disant, parce qu'effectivement, si on lui dit, tu vas être remplacé ou tu peux l'être, et que derrière, c'est un trou et il n'y a pas du tout de perspective, on peut comprendre que, voilà, on va pas forcément prendre le risque. Par contre, se dire, écoute, ces rôles-là,
Next step, pour toi, c'est aussi, ça veut dire ça aussi en termes de job de demain ou de potentialité, et qu'on va aussi t'accompagner dans ce sens-là. Je pense que ça prend après beaucoup plus de... Certainement, c'est venir rassurer par rapport à une peur qui est légitime. Et tu passes donc de dangereux à évident. C'est ça. C'était dangereux pour moi de faire progresser les gens, à évident pour moi de les faire progresser. Ouais. Est-ce que tu as lu un bouquin qui s'appelle L'esprit du leader ? Alors, je crois pas. J'ai lu des bouquins sur leadership, mais celui-ci, je ne sais pas si je l'ai lu ou pas. Je te l'offrirai. On a une personne en commun qui, moi, me l'a offert il y a 2 ans. D'accord. Un certain Jean-Claude. D'accord. Et qui parle de l'esprit du leader, le leader CDC, la conscience, le désintérêt et la compassion. Et c'est exactement ce que tu décris. C'est le travail sur moi pour travailler sur les autres, puis mon organisation et tout ce que je dois être capable de mettre en pratique. C'est un super bouquin. On mettra le lien, je pense, dans la description. Jean-Philippe, tu nous as partagé 2 outils. Le MBTI. Les archétypes. Oui. Tu parlais d'un 3e outil. Oui, le design humain, c'est une belle rencontre avec cet outil-là, parce que c'est une rencontre avec moi-même. Et finalement, j'ai découvert une chose qui m'a beaucoup aidé, qui a beaucoup éclairé, presque en même temps transformé, et qui aura certainement un rôle dans mon parcours. C'est que j'ai découvert que on appelle ça la croix de la limitation dans mon incarnation. La croix de la limitation, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je suis d'autant plus créatif que je suis face à des contraintes et à des limites. Alors que parfois, je me commençais à m'interroger en me disant, mais pourquoi je suis dans des situations un peu à répétition de contraintes ? Et bien là, j'ai compris, c'est là que tu as le talent pour pouvoir en faire presque des opportunités pour innover et trouver des ressources dans ces situations-là. Donc, il y a une crise, chouette, on va pouvoir innover, on va pouvoir accélérer. Il y a des contraintes, chouette, on va pouvoir trouver des situations innovantes. Voilà. Et ça m'a aidé parce que ça m'a rassuré en me disant, si je voyais le côté nager à contre-courant en permanence, non. Au contraire, c'est que la contrainte pour toi, c'est un vent favorable. C'est un vent qui est dans le dos, dans ton processus créatif. Donc ça fait du bien à prendre conscience. Et puis, grâce à cet outil, on découvre quels sont nos centres, c'est-à-dire des lieux d'énergie qui sont actifs, et puis remplis, qui sont activés, voilà. Et puis ceux qui sont aujourd'hui complètement disponibles pour accueillir des contenus, des compétences nouvelles, et on les remplit, on les active grâce à l'interaction. Et moi, je comprends pourquoi quand je suis seul, j'ai des capacités dans certains registres, mais quand on va être dans l'interaction, je vais avoir développé d'autres capacités dans des registres qui sont au départ moins évidents pour moi. Donc cette connaissance de soi, ça participe beaucoup à l'ancrage, notamment dans des moments où on est aujourd'hui, où l'environnement est très bousculé comme aujourd'hui. Donc pour moi, cet outil-là, je l'ai d'abord utilisé, expérimenté à titre personnel. Et puis, je trouvais l'outil tellement puissant, tellement profond, tellement global, notamment grâce aussi à l'interaction qu'on a avec la personne qui interprète, qui explique l'outil et notre mode de fonctionnement et nos talents non conscientisés. Puis c'est un peu, je me suis revu un peu comme avec mon entraîneur qui me dit, écoute, c'est toi qui es là parce que c'est toi qui as la meilleure capacité à pouvoir être leader ou impulser dans ce genre de situation. Donc, ce que l'on pense subir, finalement, on l'a choisi et on est là parce qu'on a les capacités pour pouvoir être un acteur de la transformation de la situation. Donc, moi, je trouvais cet outil-là fantastique. Donc, je l'ai proposé dans un premier temps aux membres du comité de direction de l'expérimenter à titre individuel. Ils l'ont fait. Ils ont tous trouvé ça génial. Et puis après, on s'est dit, voilà, dans notre comité de direction, on a certainement des relations qui sont à venir analyser. Certaines sont créatives, d'autres sont plus limitées. Comment on met ça sur table, comment on les comprend, comment on peut mieux comprendre les interactions et comment on peut mieux bénéficier des ressources de chacun pour l'entreprise. Donc ça, c'est en cours et ça a permis d'objectiver des situations, y compris des malentendus. Et je pense que ça va continuer à objectiver les choses. Et puis, je vois maintenant, c'est un manager qui me dit, là, j'ai proposé à tel collaborateur qu'il fasse son design humain parce que j'ai aussi envie d'optimiser ou de venir développer notre interaction
et de comprendre qu'est-ce qu'on peut bien faire ensemble, qu'est-ce qui fera peut-être avec d'autres personnes, moins avec moi. Et je trouve que ça participe, ce genre d'outil-là, à cet alignement entre connaissance de soi, confiance en soi et réalisation de soi. Et c'est encore un message, je trouve, d'espoir extrêmement fort que tu portes, parce que ce sont des outils qui sont innovants, ou en tout cas qui sont très peu utilisés en entreprise, et de voir comme ça que finalement on peut oser avoir le courage aussi de les déployer, d'abord au sein d'un comité de direction, et puis ensuite que ça fasse des petits dans toute l'organisation. Je trouve ça vraiment, vraiment, plein d'espérance pour la suite. Oui, puis moi je rends hommage à la région Hauts-de-France parce que elle me permet, parce que c'est un territoire où il y a des territoires où on suffit de dire, il suffit qu'on augmente la notoriété et la visibilité, et automatiquement la fréquentation va se développer. Ici, c'est différent. Ici, c'est comment les contraintes sont des marchepieds pour pouvoir sublimer et montrer la véritable puissance de ce territoire et sa capacité à faire que les gens se sentent mieux. Tu peux nous en parler un peu des Hauts-de-France? C'est quoi l'esprit des Hauts-de-France? C'est quoi? Tu nous en as donné des tout petits bouts, mais la spécificité de cette région. Oui, c'est une région où il y a vraiment un esprit. Et cet esprit, je pense que c'est une forme de puissance de l'intention. Et dans cette puissance de l'intention, on va retrouver d'abord la créativité. Ici, on a quand même des régions où on est très créatifs en matière, je pense notamment à la vente à distance, d'abord avec des entreprises comme la Redoute, et après avec le e-commerce. C'est quand même une des régions où il y a un goût du travail bien fait. Et on est une région avec tellement d'humilité qu'ici, on s'exprime dans le faire. Et le faire, donc ça veut dire le travail, la valeur travail, elle est fondamentale, puisque on est ce que l'on fait. Et donc, se réaliser dans l'être, ça passe se réaliser dans le faire. Et donc, c'est cet amour d'un métier bien fait. Et quel que soit le métier. Donc, cette intention-là de qualité, c'est un territoire avec des gens courageux. Mais courageux au sens aussi d'affronter et de travailler et de donner le meilleur de soi. Cette authenticité-là, pour moi, c'est un élément important de l'esprit des Hauts-de-France. Ensuite, la générosité, parce que c'est une région qui a du cœur, c'est une région où on aime voir les gens heureux, c'est une région qui a connu l'adversité et qui sait accueillir. Moi, l'image que j'ai, c'est quelqu'un qui viendrait ici, qui serait triste, et on a la capacité à le rendre joyeux. Voilà, à avoir cette intention-là, à venir donner du soleil dans le cœur des gens. Et c'est marrant de dire qu'une région où on a le sentiment qu'il n'y a pas de soleil, mais nous, on donne, tout le temps, ouais. Voilà, et nous, on est capable de mettre du soleil dans le cœur des gens. Pouvoir irradier. C'est une région qui a une très belle intériorité. Et l'intériorité, c'est l'humilité, c'est l'intention, c'est le fait d'avoir été parfois au fond de la piscine et se dire comment on fait pour remonter, c'est pas facile, on va œuvrer, de ce courage. Et donc, il y a ce côté transcendant, ce côté créatif, ce côté porté vers l'autre, ce côté sincère. Et on joue dans une relation tourisme, où on recherche quand même du dépaysement, on recherche de l'intention chez l'autre, on recherche de l'empathie, on recherche de l'accueil, la convivialité. On va chercher de l'amour, on va rechercher du bien-être, et derrière le bien-être, c'est cette considération, cette sincérité. Et je crois aujourd'hui, moi, ce qui est vraiment le plus fort dans ce territoire, c'est la sincérité de prendre soin des gens qui viennent nous visiter. Et le fait que voir les gens repartir plus heureux, plus ressourcés, plus détendus, plus amoureux que plus reliés si c'est une famille qu'en arrivant, eh bien les gens disent, on a le sentiment de faire notre job et c'est notre mission. Donc c'est un territoire qui a une très belle âme. Voilà, c'est cette âme de réparer et de protéger, donc de prendre soin. Mais pour être capable de réparer, il faut avoir connu la blessure, et il faut être capable de s'être réparé soi-même pour réparer les autres. Et c'est là la puissance de ce territoire. Et là,
je connais aucune région de France qui a une puissance aussi forte de réparation, de prendre soin que peut avoir cette région-là, par sa sincérité, par sa créativité, par son engagement, par sa fidélité, par sa convivialité, par sa joie. Et là, on est vraiment dans l'expansion et dans la réceptivité. Et c'est le business model de cette région-là. Nous, notre rôle, c'est de le corporiser maintenant, dans des outils, dans des propositions, dans des programmes. Là, on est en train de créer toute une programmation avec les territoires de rendez-vous bien-être. Et l'ambition, c'est que, au sortir de la crise sanitaire, quand les gens pourront de nouveau se déplacer, que chaque visiteur ou habitant de France, à moins de 30 km de chez lui, il ait chaque week-end une trentaine de propositions de rendez-vous bien-être. Et ça va depuis le déjeuner sur l'herbe avec un groupe de musique jusqu'à des séances de yoga sur la plage. Et là encore, on va retrouver générosité, convivialité, on va créativité. Et c'est comment cet esprit-là de Hauts-de-France, on va le concrétiser, le corporiser dans des émotions, dans des contenus, et avec toujours cette preuve, ce discours par la preuve et par le faire. Et comment, juste, tu arrives par le tourisme aussi à prendre soin du territoire, parce qu'on a vu beaucoup de territoires être abîmés par le tourisme. Tu vois, comment est-ce que toi, tu renverses ça pour que le tourisme, tu vois, contribue aussi à prendre soin de ton territoire? J'aime beaucoup cette phrase, c'était Socrate qui avait dit la sagesse commence par l'émerveillement. Et donc, c'est comment on prend soin de ce qu'est la base même du modèle, de la valeur, qu'est l'émerveillement. Et comment on évite la banalisation et la massification, le tourisme de masse, entraîne automatiquement une banalisation de l'offre. Donc nous, très tôt, on entraîne les territoires, les acteurs, à la segmentation et à la personnalisation. Ça veut dire qu'aujourd'hui, un visiteur, il est pluriel. Et aujourd'hui, si on est capable de lui proposer différentes solutions selon s'il est avec des amis, selon s'il est en famille, selon s'il est en couple, selon s'il est seul, et de vraiment couvrir l'ensemble des besoins clés qui peuvent être parfois principalement du ralentissement, du ressourcement, parfois du divertissement, si c'est avec des enfants. Parfois, c'est uniquement avoir un temps suspendu de contemplation. Parfois, c'est avec des groupes d'amis, c'est de voir un maximum de choses dans un temps réduit. Donc toujours, le tourisme, ce sont des espaces-temps qui sont préparés, anticipés. Et bien, dès lors qu'on est capable, nous, de structurer toute une proposition d'espace-temps qui est en lien avec des besoins clés, on n'est pas dans la massification, on est dans la personnalisation et dans la création de valeur. Et c'est comme ça qu'on crée une plateforme qui existe entre un Booking et un Airbnb, qui s'appelle Week-end Esprit Hauts-de-France, et qui est fait avec des gens qui font un parcours et qui viennent avec nous et qui viennent complètement incarner l'art de prendre soin. C'est-à-dire que la personne qui est sur la cible, par exemple, des familles, c'est quelqu'un qui sait, qui connaît l'enjeu pour une famille recomposée de partir en week-end ensemble. Et qui a déjà anticipé le fait que comment on va créer la fratrie, comment on va plutôt mettre à disposition un barbecue en terrasse, on va faciliter. Là encore, c'est cette puissance de l'intention. Mais comme c'est dans les gènes du territoire, il suffit simplement de montrer la puissance de l'intention et les gens, naturellement, ils se disent « Ah bah oui, mais ça, je le fais déjà. Mais je ne le disais pas. » Ben là, maintenant, on va le dire, on va l'incarner, on va le mettre en vidéo. Et c'est ça que je trouve la puissance de ce territoire. C'est que l'intention, elle est là et que les gens n'osaient pas le dire. Voilà, elle était présente. Et nous, notre rôle, c'est de la mettre en lumière. En préparant l'échange, tu nous parlais d'économie d'expérience, oui, de ton voyage aux US pour rencontrer Joe Pine. Tu peux nous en dire un peu plus? Oui, c'était fabuleux. La vie est belle. La vie est belle. Donc, la rencontre avec Joe Pine, elle est venue de la part d'un contact, un prof qui était intervenu au CPA, et puis qui me dit, qui savait que j'étais un peu à l'affût des nouveaux business models. Et dès qu'on dit le mot nouveau, moi, automatiquement, j'ai l'oreille qui frétille. Voilà. Juste le CPA. Alors le CPA, effectivement, c'est un MBA exécutif, pas exécutif, c'est un Advanced Management Programme, donc un MBA pour des gens qui ont à peu près une dizaine d'années déjà d'expérience de management d'entreprise.
Et c'est finalement, moi, je dirais très simplement, avec beaucoup d'humilité, c'est un lieu où on se confronte à ses limites morales, physiques, intellectuelles, voilà, et pour les dépasser, grâce à l'esprit d'équipe. Voilà. Mais c'est un lieu d'apprentissage, c'est un lieu d'expérience, c'est un lieu fabuleux. C'est un acte de transformation et de réalisation de soi. Et donc, on a un intervenant sur les business models. Et puis, ça m'interpelle. Et puis, en même temps, on part aux États-Unis, on va à Boston University, et on a une session sur un nouveau business model lié aux plateformes. Donc, ça m'interpelle aussi. On est en quelle année, là ? Là, on doit être, je ne sais pas, c'était en 2012. Voilà. D'accord. Et donc, il y a une pause, et depuis Boston, j'appelle l'équipe. Et là, c'était en 2012, on commençait aux États-Unis, il y avait commencé à avoir quelques plateformes qui existaient. Et puis, Booking démarrait, et j'appelle l'équipe. Pendant la pause, on crée une plateforme. Voilà. Je ne savais pas encore comment ça voulait dire, mais l'intention était là, on crée une plateforme. Mais pour exister face à un Booking ou face à un Airbnb qui commençait à exister, il fallait simplement créer des offres avec plus de valeur ajoutée. Donc plus d'intention, plus de connaissance des besoins clients et un vrai parcours pour que les gens qui viennent dans un lieu où il y a un hôtel, une chambre d'hôte, un gîte, où les gens sachent quel est l'acte de transformation qu'ils devaient faire par rapport que les clients attendaient. Est-ce que c'est des gens qui viennent là parce que les gens sont crevés, ils ont besoin d'avoir un week-end pour vraiment se détendre et comment ils vont être, ils vont pas là leur proposer tout ce qu'il y a à faire, ils vont mettre les vélos à disposition, ils vont œuvrer. Mais c'est ça, c'est un territoire, lorsque vous demandez aux gens quelle est l'intention qui est à délivrer, les gens sont créatifs, les gens sont puissants, les gens sont généreux, les gens sont même heureux de le faire. Et donc, aux États-Unis, quand je suis travaillé, j'étais le premier Français à aller me confronter à cet exercice-là, parce que j'avais vu Joe Pine, j'avais fait un tweet, il m'avait remercié d'avoir retweeté, puis il m'avait dit c'est bien ce que vous faites, mais vous avez lu mes bouquins, oui, j'ai lu vos bouquins, vous devriez candidater pour venir faire une accréditation sur cette démarche économique, création de valeur. Puis là, je reprends le côté compétition, voilà, et je me dis c'est une chance, donc je la joue. Et donc, ma candidature est acceptée et je pars à Minneapolis, donc pendant à peu près une quinzaine de jours pour vraiment comprendre la création de valeur à travers faire vivre une expérience qui transforme. Et c'est de comprendre d'abord que l'économie, dans l'histoire, elle évolue à travers différents niveaux, stades de valeur. C'est un peu comme il y a la 4e division, 3e, 2e, 1re division. Ça veut dire qu'est-ce que je suis dans une économie où je vends de la marchandise, là c'est du volume-prix, principalement, avec peu de transformation. C'est extrait du sol, des minéraux ou de l'élevage. Non transformé ou très peu transformé. Donc, faible valeur ajoutée. Est-ce que je suis dans l'industrie, où là, je travaille avec des produits qui sont transformés, sur du gros volume, mais avec des produits donc industrialisés. Donc là, on va trouver des produits, si je prends l'exemple du café, c'est les cafés qu'on va trouver dans des grands magasins. Est-ce que je suis dans l'économie du service? Parce que plus j'ai personnalisé mon produit industriel, plus ça devient un service. On est là avec la voiture, qui aujourd'hui, vous achetez plus un véhicule industriel, vous achetez un produit avec plein d'options, vous achetez aussi un financement, vous achetez une assurance, un entretien. Donc après, c'est un service ultra personnalisé. Puis next step, là maintenant, je vais vous proposer une expérience qui va vous transformer dans quelque chose que vous souhaitez devenir. Et dans le tourisme, c'est une approche de l'économie qui correspond pleinement au tourisme, parce que dans le tourisme, les gens ont envie d'avoir des vacances où ils vont être différents à l'aller et au retour. Avoir découvert plus de choses, s'être ressourcé, s'être dépaysé, s'être aimé, s'être diverti. Il y a un avant et un après. Exactement. Et là, je me suis dit, ça matche complètement avec l'esprit du territoire et cette volonté de vouloir transformer les gens, enfin, œuvrer à une transformation. Et donc, ça nous a permis de mieux comprendre finalement quel était notre métier, quelle est notre activité, quelle est notre valeur ajoutée. Et donc, on n'est pas dans la production, on est dans la transformation. Et au cœur de cette transformation, il y a l'intention. Et au cœur de l'intention, il y a la passion. Et au cœur de la passion, il y a l'amour. On revient toujours à la même chose. Ouais, cette énergie-là. Ouais. Voilà. Mais imaginez-vous, les gens se disent, on va dans ce lieu-là parce qu'on sait que la personne, elle est aussi, elle est dans l'intention par rapport à notre besoin.
Et ça, c'est une valeur d'attractivité énorme. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, des acteurs nous disent, moi, le week-end, je mets plus mes disponibilités sur Booking, je les mets sur la plateforme régionale parce que, d'abord, j'ai une plus grande valeur ajoutée. Mon produit, il a une plus forte valeur ajoutée. Et en même temps, il y a des gens qui viennent pas pour un prix, mais qui viennent pour des besoins sur lesquels nous, on est vraiment acteurs de leur séjour et on trouve beaucoup plus de temps d'échange et de qualité parce qu'il y a une forme d'alignement entre le besoin et de ce que je peux offrir. Et donc, comme nous, on a coaché les gens sur comment, à travers leur hébergement et le territoire, ils peuvent œuvrer à la transformation de la cible sur laquelle ils sont positionnés, ils ont tout anticipé. Et là, effectivement, aujourd'hui, on a des performances sur cette plateforme qui sont impressionnantes. On a des semaines à 60, 90 000 euros de chiffre d'affaires. Voilà. Et là, dans la phase, dès lors que les gens pourront à nouveau se déplacer, comme les produits sont segmentés et qu'il y a cette intention-là qui est là, automatiquement, les ventes vont exploser. Puis on a aussi cette attention aussi qui est dans un magazine qui s'appelle Esprit Hauts-de-France, qui fait aujourd'hui 190 000 abonnés, 1 million de lecteurs. Et la personne qui œuvre sur ce magazine s'appelle Isabelle, rédactrice en chef. C'est sa mission d'âme. Et c'est un accouchement à chaque numéro. Et c'est un acte d'amour, mais qui donne un résultat magnifique. Et l'impact économique d'un numéro sur une année, c'est 22 millions d'euros d'impact économique. Et des fois, elle me dit, mais quand j'écris un article, des fois, je me dis, mais il va être lu par 1 million de personnes, je pense. Mais c'est là, je vois, quand il y a cet amour, cette intention à l'autre, cette puissance de l'intention, aujourd'hui, elle fait qu'on ne fait pas un magazine pour faire un magazine. On fait un magazine pour permettre aux gens, parce qu'on a l'amour de voir ces gens se détendre, se ressourcer, se reconnecter à soi et aux autres, et c'est ce qui nous porte. Et c'est ça la puissance de l'intention d'un territoire et d'une entreprise. Qu'est-ce qui nous porte, qu'est-ce qui nous sublime, qu'est-ce qui nous donne du sens et qu'est-ce qui donne du plaisir et de la joie. Et quand j'appelle Isabelle en pleine prod et du magazine, je lui dis alors les photos ça donne quoi, etc. Elle me dit ça va être super. J'ai toujours besoin qu'elle me dise ça parce que on passe toujours quand on a un projet, on passe par des phases, toujours up and down. Mais quand elle me dit j'ai trouvé des photos, je mets le texte là, j'ai été inspiré, ça va être super. Je sais que le truc il va être génial. Et on a 190 000 personnes qui attendent ça, voilà, et qui le célèbrent. Et donc oui, là à nouveau, on est dans l'expansion et dans la réceptivité aussi, parce que les sourires, les témoignages, les liens qu'on a avec ces gens-là, pour nous, c'est aussi une forme de récompense et d'énergie. Ça circule. En tout cas, moi, j'ai envie d'ouvrir le magazine que je vois posé juste là pour aller regarder les photos et les textes. Moi, j'entends beaucoup de temps long, beaucoup de recherche, beaucoup de vision qui s'est construite depuis très longtemps, des liens que tu as tissés aussi avec tes collaborateurs, comme tu disais, depuis 18 ans. Comment est-ce que tu arrives à concilier ce temps long, cette vision qui prend du temps, avec les exigences plus court terme qu'on a tous et que j'imagine que tu as en étant un acteur de la région avec des élections, mais pas que, en tout cas avec les exigences de performance du temps court. En se réinventant régulièrement. C'est-à-dire que le temps long, qui est un temps d'analyse, de recherche, de réinvention, qui est aussi un temps de R&D personnel, mais qui est la passion, fait que quand arrive la commande à court terme ou l'enjeu court terme, on est prêt. Parce qu'on a déjà eu des outils, on a déjà eu des process, on a déjà des informations sur le marché qui nous permettent d'œuvrer. Et comme moi, ma croix, c'est la limitation, mon incarnation, plus il y a de contraintes, je dirais, plus je me suis préparé parce que c'est dans ma nature. Mais j'insiste vraiment sur cette capacité à se réinventer. Et souvent, alors peut-être lié moi à ma propre démarche, mais souvent des collègues dans mon métier me disaient, écoute, Jean-Philippe, toi, de toute façon, tu es en sur-régime. Et moi, je me suis dit, je me posais la question, puis au fond de moi, j'ai pas ce sentiment-là. Et puis, je vois les crises successives qui arrivent. Heureusement qu'il y a cette logique-là d'anticipation. Et comme c'est ici un territoire où les gens aiment profondément leur métier, au plan de la technique, ils aiment aussi se dépasser, ils sont curieux. Donc, on sait ce que sont des crises. Donc, il y a toujours cette notion de protection aussi, parce qu'il y a le sens de la responsabilité. Et moi, j'ai à cœur à ce que mon équipe, elle traverse aussi les tempêtes et qu'on reste tous unis sur le bateau et que on regarde en disant après la tempête, on l'a fait. Donc, on sait qu'on peut le faire. Mais cette capacité de réinvention,
on se rend compte qu'à chaque tempête ou à chaque objectif très court terme, c'est souvent des données qu'on est allé chercher sur le temps long. Donc, des cahiers de tendance qu'on a épluchés, qu'on a même co-créés sur le tourisme, font qu'on a la matière pour pouvoir être dans une réponse réactive et juste. Tu as toujours eu envie de travailler dans le tourisme ? Oui, parce que moi, je suis insensible, voire hypersensible, et j'aime prendre soin des autres. Et le tourisme, c'est la meilleure façon de pouvoir être dans cette phase de prendre soin. Puis là encore, c'était marrant, parce que moi, mes parents, on ne voyageait pas à l'étranger. Et donc, ce manque peut-être d'ouverture à l'international a été finalement une force. Et mon premier voyage, c'était en Italie, c'était un voyage scolaire. Et j'en ai pris plein les yeux. Je suis arrivé, je n'étais pas sorti de mon village et je me retrouve à Florence, voilà, au musée Michel-Ange. Vous imaginez, quoi. Change de planète. Et là, c'était tellement marqué par cette expérience-là qu'après le bac, je ne sais pas trop ce que je voulais faire. J'ai fait une fac d'italien. Alors que je n'étais pas du tout câblé. Dans ma famille, personne ne parlait italien. J'avais parlé italien au collège et au lycée, mais j'étais un élève moyen. Et ce n'est que 10 ans après que j'ai compris pourquoi j'avais fait une licence d'italien. C'est que j'avais été tellement marqué par cette expérience esthétique du pays, de l'art, de la culture, de la joie de vivre, de ce sens du beau, du bon aussi, et cette joie naturelle, avec ce côté aussi commedia dell'arte, et avec toujours des sentiments qui sont sublimés, eh bien, je me suis dit, ça m'est tellement marqué en tant que expérience esthétique et contemplative que j'ai envie de pousser. Et finalement, ça a été pour moi l'expérience de la réceptivité. Et je me suis dit, ce que j'ai, moi, vécu, est-ce que je suis capable de pouvoir le retransmettre à d'autres personnes sur des territoires, de l'éclairer? Il y a 4 grandes fonctions dans le tourisme: le divertissement, la découverte, l'évasion et la contemplation. Eh bien, comment on est capable d'appréhender un territoire et de construire ces espaces-temps autour de ces 4 grandes émotions? Et c'est comme un travail de metteur en scène, de création, mais à partir d'une matière qui est vivante et qui est réelle, qui est à la fois humaine et qui est à la fois en même temps aussi naturelle, culturelle, architecturale, historique, et que de pouvoir créer ces espaces-temps. Donc, c'est fantastique parce que moi, je me retrouve bien dans le fait de dire vivre intensément, c'est créer. Et créer, ça veut dire que vous pouvez, si nous on fait bien notre travail, vous allez pouvoir admirer des couchers de soleil, vous allez pouvoir découvrir des saveurs, vous allez pouvoir vous immerger dans des marchés locaux, vous allez avoir vos enfants qui vont connaître des super tyroliennes, des moments. C'est notre job, donner du bonheur aux gens. Mais pour moi, c'est le plus beau métier du monde, qui est de donner du bonheur aux gens. Voilà. C'est fantastique comme métier. Voilà. Donc voilà pourquoi cette expérience esthétique, elle m'a marqué dans mon inconscient, et qu'après j'ai été guidé par cette notion de transmettre ce que j'avais pu recevoir comme émotion. Moi, je pense que là, il y a un paquet de monde qui vont arriver dans le Nord, qui vont débarquer dans les Hauts-de-France pour passer des vacances, parce que tu t'as rendu un très très bel hommage, à la fois aux personnes, aux services, à la région, à sa géographie, et il y a vraiment... alors moi, je suis de parti pris en disant ça, mais beaucoup de choses à découvrir, à redécouvrir, et t'as fait un très très bel hommage à la région. Moi, j'ai encore quelques questions. Moi, j'ai un film totem qui est Un monde meilleur, avec Kevin Spacey. C'est quoi ton idée pour un monde meilleur? Alors moi, le monde meilleur, il est beaucoup tourné vers les enfants, parce que il faut que on ait une responsabilité. C'est quel témoignage on est capable et quels outils on est capable pour que nos enfants puissent se connecter plus tôt à leur talent. Et comment nous, en tant que parents, en tant qu'adultes, on est capable de pouvoir venir valoriser. L'école de la vie, c'est une école aussi de connexion à ses talents. C'est la confiance, c'est la joie. Et c'est là, je crois, qu'aujourd'hui, pour le monde meilleur,
c'est cette capacité à quitter cette notion de l'ego qui est basé sur le fait de dire je regarde de l'autre ce qui va pas. Comme ça m'évite moi je projette moi mes peurs, mes manques sur l'autre, où je suis dans le jugement de valeur. Mais si on avait une énergie qui était basée par célébrer le beau, le bien et le bon, et d'aller chercher chez l'individu et de lui permettre de se reconnecter plus tôt possible à ces valeurs-là, je pense qu'on aurait un monde qui serait un monde meilleur, avec plus de paix, avec moins de rivalité individuelle, plus de conscience collective, plus d'interdépendance, plus de conscience. Voilà, pour moi, c'est vraiment notre acte de transmission. Voilà. Transmettre. Est-ce que tu peux nous donner un dernier conseil pour se mettre en mouvement, pour mettre en mouvement là tous les leaders, futurs leaders qui ont écouté ce podcast jusqu'ici, ouais, jusqu'au bout. Ouais. Moi, je dirais, c'est actuellement, ce que j'ai beaucoup en tête, c'est cette notion de design humain et de parcours de vie, de mettre du sens sur ce que les gens ont vécu, aussi bien comme épreuve que réussite, et de dire finalement, c'est aller chercher en moi quelle peur, et derrière ces peurs, il y avait quel talent. Et moi, je terminerai avec cette phrase qui est très belle de Frédéric Lenoir. Le sens de la vie, c'est de passer de l'ignorance à la conscience et de la peur à l'amour. Et si on est capable, en tant que manager, de passer de l'ignorance de ses talents à la conscience de ses talents, on va automatiquement passer de la peur à la confiance, et de la confiance à la créativité, de la créativité à la joie, et à l'amour de son métier, de son entreprise, de ses clients, parce qu'on sera dans sa pleine puissance, dans son plein rayonnement. Donc, connais-toi toi-même, et il a des outils qui lui permettent de le faire, et à partir de là, après, permet aux autres de le faire. Génial, on partage. Est-ce qu'il y a une ou plusieurs personnes que tu aimerais entendre sur Tipping Point ? Alors moi, j'ai envie de vous entendre d'abord vous. Hein. Voilà, moi je souhaite qu'à un moment donné, vous puissiez aussi passer de l'autre côté du micro. Ouais, voilà. En tout cas, tu es la deuxième personne à nous le dire, donc voilà. Un jour il va falloir, on le fera. Oui, je crois beaucoup. Je vais réfléchir, parce que souvent, moi je prends Romain souvent en exemple, quand je parle aussi de managers inspirants et bienveillants, et qui font ce lien-là avec la création de valeur au sens large. Je réfléchis autour de moi des managers. Il y a un type qui, moi, m'a beaucoup impressionné. Il s'appelle Romain Verdier, et il était membre de mon équipe en CPA. Et donc, Romain, quand il a fait son CPA, il avait donc son entreprise. Il était directeur technique d'une entreprise dans le textile. Il savait que son entreprise allait disparaître. Et il avait le travail de faire, pour la demande de ses actionnaires, de conduire l'entreprise jusqu'à la cessation. Et j'ai vu, au début au CPA, Romain était quelqu'un de discret, assez effacé. Et puis au fur et à mesure, travaillait sur les cas, il prenait la parole progressivement. Et puis à la fin, il a démontré toute sa puissance, son humilité, et sa transformation personnelle était visible. Et aujourd'hui, il travaille pour le Linge des Vosges, et c'est un représentant du Made in France. Voilà, il dirige plusieurs entreprises. Et pour moi, c'est vraiment l'expression de quelqu'un qui a su faire de l'humilité son principal moyen de son rayonnement. Et comment l'humilité conduit au rayonnement. Voilà, je trouve que c'est quelqu'un de très inspirant, et moi qui m'a beaucoup marqué dans mon parcours, par sa transformation personnelle. Non, génial. Ouais, je crois que toi, tu as su faire de l'amour ton rayonnement. En tout cas, c'est vraiment ce que je retiens de l'échange. Et vraiment, merci Jean-Philippe de nous avoir livré tout ça. Tu nous l'as dit, tout démarre par l'émerveillement. Je crois que Romain et moi, on a été assez émerveillés aussi là par ton histoire. Et tu fais vraiment partie de ces personnes qui nous donnent de l'élan, qui donnent confiance,
Romain l'a dit tout à l'heure en introduction, mais qui donne tout simplement. Donc merci. Merci beaucoup pour ta générosité et merci pour ce partage. Merci à vous surtout. Merci Jean-Philippe. C'est fini pour aujourd'hui. Nous espérons que cet épisode vous a inspiré. Retrouvez toutes les infos et les épisodes sur notre site tippingpoint.fr, tipping-point.fr. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager l'épisode le plus largement autour de vous et à mettre 5 belles étoiles pour nous aider à nous faire connaître. À bientôt.